Bon voilà la familia, on est parti. Deuxième partie de ce podcast où on va répondre à des questions de traders. Qui est-ce qui a une première question? Allez, Gojo. Vas-y Allez, Kojo, Gojo. Kojo, Ouais, t'avais noté des questions, donc tu m'as dit. ouais. Alors moi, j'ai une question. Donc moi, franchement, je suis vraiment confiant à 100% dans la stratégie. Moi, j'ai deux questions en une. C'est, t'en penses quoi du RR dans ta stratégie? Et est-ce que tu as pu faire des backtests sur des RR de 1/2? Parce qu'on en avait parlé sur le groupe Discord. Ouais, Euh, je veux savoir un petit peu c'est quoi ton ressenti par rapport à ça. Enfin, j'ai pu comprendre que toi, tu avais un RR de 1. 1 sur exactement. 1. C'est Ouais. quoi qui t'a dit de rester comme ça et est-ce que tu as des éléments qui te disent cette stratégie elle fonctionne comme ça et donc on va pas forcément changer. Bah, c'est une très très bonne question. Franchement, le RR, ça fait partie du money management, ça fait partie du risk management. C'est l'une de la base de la stratégie. Et c'est pour ça aussi, le paramètre, il est là. Tu mets ton pourcentage et on l'a laissé libre. Pour ceux qui connaissent les anciennes versions du robot, on avait des pourcentages évolutifs que j'avais mis même un RR de 1,2, c'est-à-dire que dès que tu atteignais -1, automatiquement, tu avais le reward qui s'allumait à 1,20, des choses comme ça. Donc, c'est pas quelque chose une stratégie où j'ai décidé, OK, je vais le mettre à 1,2 ou je vais le mettre à 1,5. Le backtest, on en parlait avant, le backtest, c'est quelque chose qui est très repaint. Je vais regarder une mèche et je vais dire si je touche là et puis il montre à 5. Je fais que du forward testing en démo ou en simulateur ou en réel, mais du vrai testing dans des conditions réelles. Et à travers les années, ce forward testing, il devient ta performance, ça devient ton vrai backtesting quoi, que tu fais en temps réel. Donc je vais te dire plusieurs choses. Heu, j'ai réfléchi de la meilleure manière de te l'expliquer. En fait, c'est une stratégie qui est basée sur les breakouts de tendance. D'accord? Dans les étoiles, qu'est-ce qu'on vise? On vise la tendance. On vise la tendance long terme et court terme. On vise le breakout du range. On vise la dernière résistance dans une tendance haussière ou le dernier support. Donc, c'est énormément basé sur les breakouts. Et la force, c'est de trouver le bon breakout qui va se passer. Maintenant, il y a 2 options. Soit il se passe et tu as fait une bonne corrélation sur ton instrument de base, ta devise de base, qui est monté en force, par exemple un euro qui était à +4, il est monté en force. Si même lui se retrace, tu l'as pris uniquement contre d'autres devises faibles. Donc si elles se raffaiblissent, et en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tout ça, quand tu mets les corrélations en ta faveur dans ce Rubik's Cube, c'est ce que j'appelle l'inefficience des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire l'inefficience des marchés? Ça veut dire que si tu as raison et tu t'es imaginé qu'un euro était fort et il s'est renforcé, tu vas prendre ton breakout. Si maintenant tu l'as pris contre un New Zealand, contre un yen qui eux étaient faibles, ton euro il est un peu plat, mais eux se sont raffaiblis, tu vas prendre ton breakout. Mais si ce n'est pas le cas et que tu en as un des deux qui respire, tu vas te prendre des retracements. Maintenant, si tu essaies de faire de 1 à 2, tu as beaucoup de chances que tu vas taper le -1 et que ça va Abandonner. osciller et que ton breakout va se passer par la suite. D'un point de vue mathématique, je préparais également un tableau, que c'était l'une des vidéos que je voulais faire, donc franchement, ça me fait plaisir que tu en parles. C'était l'une des prochaines vidéos que je voulais faire. C'est que si tu fais ton modèle mathématique de 1 à 1, de 1 à 2, de 2 à 1, j'arrivais même à être plus performant en prenant plus de risques que je prenais de reward, même à l'opposé. Et ça, c'est quelque chose que dans l'éducation, il n'y en a pas beaucoup qui te le disent. Ils te disent: «Oui, moi je fais de 1 à 5, je suis prêt à risquer ça et puis je laisse vraiment courir». Je dis: «Moi, il faut être patient dans les profits, mais pas patient dans les pips d'essayer de prendre 5 fois. Patient si ça prend son temps. Patient si ça fait son breakout et après ça reste calme, je vais pas le couper, je vais le laisser atteindre». Mais j'ai vraiment tout manipulé et les meilleures performances que j'ai eues, ça a été en prenant plus de risques que de rewards et j'ai essayé ça de réduire au maximum et le maximum que je l'ai réduit, ça a été 1 à 1. À partir du moment où j'essaie de viser du 1 à 2, j'ai trop de petits pullbacks qui me font taper le 1 parce Mhm. que j'aurais préféré le prendre 3 jours d'affilée
quand il continue dans la tendance, alors que là, maintenant, je reste bloqué. Et après, l'inefficience des marchés, elle était en ma faveur, elle est plus en ma faveur, elle retourne en ma faveur, alors que j'aurais pu le prendre, par exemple, 2 fois d'affilée. Ok. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais pas si Non, si c'est c'est très bien. assez clair? Ouais, ouais. OK. Tu as une autre Euh, question? Elias, t'as une question? Non, moi, pour aussi appuyer ce qu'a dit Nordine, la stratégie, tu ne peux la lire qu'avec des statistiques. Donc, il te faut de la data. Mhm. Quand tu trades, si tu vois que 9 fois sur 10, ça passe, donc ça te fait un win rate à 90%. Moi, je dirais de mon utilisation, je suis aux alentours des 80%. Plus tu as un gros win rate, plus le risk-reward, tu peux le réduire. Ça sert à rien parce que tu sais que sur dix positions, enfin sur 10 baskets, tu sais que tu Mhm. en auras 8 gagnants et 2 perdants. Donc ça sert à rien d'essayer de suroptimiser la stratégie. Tu me comprends? Par Mhm. contre, si tu avais un petit win rate, par exemple, la plupart des stratégies qui ont du 30-40% ou même du 50%, à ce moment-là, oui, tu dois chercher des ratios ultra favorables. C'est ça que j'ai compris avec le temps. Donc, même, je dirais, même dès que tu as un certain win rate, tu peux même viser comme il t'a dit, tu peux même essayer de gagner moins que ce que tu perds et tu seras toujours rentable. Mmh. Si ton win rate est élevé, donc au-dessus des 50%, 60%, après, il faut tenir hein, quand tu as une série de pertes. Ouais. Faut avoir les reins solides, mais dans l'ensemble, voilà, ça devrait bien se passer. C'est Et est-ce que... exactement ça, Elias, vraiment bien dit et ça m'a fait penser juste à une autre chose avant que j'oublie, c'est qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur. Donc, Kojo, je pense que ça permet également c'est une très bonne question parce que ça permet de répondre à plusieurs niveaux du risk reward. C'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour gagner plus, il faut viser plus loin. Il faut avoir 1 à 3, donc je vais gagner 3 fois plus. Non, pour gagner plus, il faut ouvrir 3 fois plus de volume ou il faut gagner 3 fois plus de positions. Je préfère gagner 3 fois plus que je perds. Je préfère essayer de viser 90%, 95% de win ratio, d'essayer de le monter à 100% au maximum, quitte à réduire le nombre de baskets. Je Mhm. préfère augmenter les volumes, prendre plus de risques avec essayer de faire, par exemple, moins 5%, plus 15. Je préfère faire moins 30, plus 30. De le garder à 1. Je vous l'ai montré de nombreuses fois. J'ai fait monter les pourcentages à des taux super agressifs. Faire un moins 30, plus 30, on doit être conscient que c'est super agressif. Pourquoi? Parce que si tu l'as foiré 2 fois, ça y est, c'est irrécupérable, ce capital. Donc j'en suis conscient. Et je vous ai montré des choses très conservatrices. Je vous ai montré des choses les plus agressives que j'ai jamais, quitte à taper un 50% de drawdown, sachant que je ne vais pas dire que j'ai eu de la chance, parce qu'il y a de l'expérience, mais on peut dire quand même qu'il y a une partie chance, que si malheureusement j'avais une grosse malchance et que j'avais tapé un autre mauvais basket, c'était fini pour mon compte. C'était irrécupérable. J'ai poussé ça au maximum sur la position de l'or, la vidéo que je viens de rechercher. Donc, pousser la stratégie au maximum, tu peux la pousser en étant agressif sur ton volume et en agressif sur tes baskets, le nombre de baskets que tu vas avoir d'affilée. Mais le risque-reward, tu n'es pas vraiment agressif sur ta performance. Tu changes complètement la stratégie sur ton objectif par rapport à ton risque d'un point de vue technique. Et ça, il faut que tu en sois sûr de te dire, je suis prêt à prendre 2 locks d'affilée. Ou si en moyenne, je vise 25 points, bah là, comme je dois prendre plus, je dois essayer de viser 50 points. Tu dois retourner d'un point de vue technique et te dire, OK, est-ce que j'arrive toujours à être performant? Ça, Mhm. chaque trader doit faire ce travail par moi-même. Moi, je l'ai fait et au bout d'un moment, ça n'a plus payé parce que tu, le fait que tu traînes un basket, plus tu le laisses dans la durée, dans les pips, tu vas te retrouver avec certains, c'est l'effet boule de neige. Il y en a qui craquent et ça tire les autres. Mais après, si tu dois le laisser trop courir, tu en as un qui commence à respirer et qui fait un retracement alors que l'autre est en train de craquer. Après, quand l'un respire, il commence à remonter alors que l'autre respire. Donc, au bout d'un moment, tu te retrouves bloqué pendant des jours, en fait. Alors que tu aurais pu prendre ton profit, laisser respirer les marchés, retrouver une autre devise le lendemain. Donc, c'était ça, en fait, la conclusion d'avoir trop poussé le risk-reward. Ok. Et est-ce que tu as pu
réfléchir, penser ou bien même tester une stratégie d'incorporer peut-être du break-even dans la stratégie ou pas du tout? Ou pour toi, c'est pas Du nécessaire? break-even? Ouais. Ouais. C'est-à-dire, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai des vidéos, j'ai d'anciennes vidéos que j'ai publiées. Ça me rappelle un ancien trader, très ancien trader. Pour ceux qui se rappellent, bon, je vais pas mentionner le site. Il y avait un analyste qui faisait souvent des vidéos avec le stop 0 et qui disait toujours: «Moi, je mets mon stop à 0. Moi, je pense j'ai dû faire 2 vidéos comme ça, que j'ai publiées des anciennes où peut-être même dans le titre, j'ai mon stop à 0. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait ou à ce moment-là. Peut-être j'ai pensé: «Tu sais quoi? Tu vas le tester». Tu montes à plus, par exemple, tu montes à plus 5 et ton objectif, c'est 10. Bah, tu mets ton stop à 0 et là, tu retournes sur un risk reward à 1. Dans le Mhm. long terme, tu es plus perdant qu'autre chose, dans le long terme. Mhm. Pourquoi? Parce que les marchés, des fois, moi, j'essaie de l'expliquer d'un point de vue mathématique. Tu sais, là, on est en freestyle. Si jamais je réfléchissais sur la stratégie, je prenais des notes, je pourrais te l'expliquer d'un point de vue purement technique. Mais là, je te le dis d'un point de vue stratégie, c'est que parfois, les marchés, ça va arriver qu'ils vont te faire un pullback alors que tu es toujours dans le bon sens. Ta devise, elle est toujours forte, mais il va te faire un pullback qui va presque toucher ton zéro. Tu Mhm. sais, ça, c'est différentes fake pullback, c'est différents fake breakout. Ils ont plein de différents noms. C'est mesh. Eh ben, c'est justement pour stopper ceux qui sont dans le bon sens. Bah, quand tu mets ton break-even à zéro, tu vas te faire stopper. Mhm. Et ça va, ton win rate va vraiment être affecté. Et plein de fois, tu vas dire: «Ah, mais c'est pas grave». D'ailleurs, moi, j'ai vu de nombreux traders qui le font. Par exemple, sur une stratégie qui était purement sur l'or, où j'étais impliqué avec des traders qui tradent uniquement sur l'or. J'ai vu ceux qui mettent pas leur stop à zéro et j'ai vu de nombreux qui mettent le stop à zéro. Tu donnes simplement du volume au marché. Tu leur donnes tellement de stop à zéro qui finalement se terminent dans le bon sens que tu es perdant. Tu Mhm. ouvres plus de positions, tu paies plus de spreads et à la fin, tu as des positions, elles retapent ton zéro. Il faut que tu aies la confiance jusqu'au bout. Tu as mis ton stop là, tu as mis ton take profit, tu laisses courir jusqu'au bout. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas dire: «Ah, je le laisse à la moitié de mon profit, je mets à 0». Au bout d'un moment, tu le sentiras pas, ça va être qu'à 20 et finalement, tu vas finir par toujours couper tes profits trop tôt, en fait. Ok. Si t'es pas prêt à risquer la familia et à chaque fois mettre à zéro, faut pas faire de trading. Faut avoir un stop loss qui soit en numéraire, donc en chiffres, en argent perdu, ou qui soit en distance par rapport au prix. Mais après, à partir de ce moment-là, il faut pas le toucher. Si tu commences à le glisser sous la mèche ou sur Ouais. le plus haut, il y a pas de fin. Il y a pas de Encore une fin. fois, moi, j'invite, c'est super important et en plus, Elias, tu appuies sur ça, mais une chose super importante, je peux te conseiller quelque chose, c'est mon opinion. Elias, il peut renforcer et te dire: «Ouais, vraiment, ne fais pas ça», mais si tu le sens, fais-le. Mhm. Fais-le Yes. avec un petit compte, fais-le en démo, fais-le en simulateur. La meilleure manière de trouver la réponse, moi, je te donne mon opinion, je te dis: «Je l'ai fait, ça marche pas pour» peut-être ça peut marcher pour toi d'une certaine manière que tu as un œil sur les marchés, que ça va mieux fonctionner pour toi. Mon opinion, ça serait de ne pas le faire. Mais j'invite toujours les gens à se conforter cette opinion en testant eux-mêmes. Si tu dis: «Non, tu sais quoi? J'ai pas l'impression que ça va fonctionner, j'ai ma réponse», ne le fais pas. Mais si tu as un doute et pour tous ceux qui regardent également cette vidéo, testez vos stratégies au maximum. Testez sur le simulateur, testez en démo. Est-ce que je dois ouvrir plutôt? Il y a des dizaines de questions. Des fois, j'en reçois. Il faut plutôt ouvrir un basket de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. Je leur réponds, commencez par le niveau 1. Le niveau 2, tu dois maîtriser le niveau 1, choisis le meilleur basket. Après, parce qu'il y en a qui commencent et directement, le premier truc, ah, j'ai vu un basket de niveau 3, j'ai tout ouvert. Non, choisis le meilleur. Mhm. Quand il y a un basket de niveau 3, ça veut dire que tu as 3 opportunités, mais choisis la meilleure. Si je choisis d'en ouvrir 3, je prends un risque additionnel. Déjà, avec un basket, je suis bon. Après, plus tard, avec l'expérience, tu te dis: «Tu sais quoi? J'ai envie de prendre une double opportunité pour que ça aille encore plus fort, pour que je puisse prendre un plus grand pourcentage». Il n'y a pas de bonne réponse entre est-ce que c'est mieux de prendre un basket de niveau 1 ou un basket de niveau 3? Si je donne l'opportunité d'en prendre de niveau 3, c'est qu'avant, dans des versions antérieures, d'ailleurs, je pourrais retrouver dans une vieille chaîne YouTube où j'avais uploadé des vidéos, j'avais jusqu'à 5 baskets. Mais après, l'inefficience, elle ne travaillait plus en ta faveur. Ça allait trop dans tous les sens. Tu avais une news qui sortait sur l'une des devises qui te crabait tout, ou une qui tirait, ça devenait un peu n'importe quoi.
j'avais l'impression de plus progresser. Donc on a réduit et je me suis rendu compte que vraiment jusqu'à 3, c'est la limite. Tu peux avoir quelque chose de bien corrélé. Pourquoi? Parce que tu as un bon euro, un bon Mmh. sterling et un bon dollar. Donc généralement, tu as une bonne triangulation. Sur 2, c'est bien, sur un, c'est parfait. Donc tout ça, c'est des choses que moi, ça m'a mis des années, mais c'est pas une science infuse que j'ai dit: «Ah, j'ai découvert une formule mathématique et maintenant c'est ça ou rien». Non, ça reste par rapport à l'expérience. Bah, Gojo, moi j'ai essayé de le faire, je vais pas te mentir, j'ai essayé de sécuriser à chaque fois comme ça. Des fois, Mmh. ça te tape des moins 0,9%, ça tape le zéro, ça repart à moins 0,4, Mmh. puis tu vois, ça passe en profit à plus 0,5, tu mets ton stop à zéro, tu le décales, donc à break-even. Qu'est-ce qui se passe? Ça retouche ton stop et tu es out of the market. Tout ce que tu as fait pour rien. Et souvent, tu vois que le prix continue dans la direction que tu escomptais. Ouais, ouais. Et moi, j'avais une question pour juste en revenir sur le simulateur. Donc, pour ceux qui ne Ouais. savent pas, sur Robot, tu as une fonction qui est d'ailleurs, franchement, c'est top. Donc, c'est comme un mode démo qui te permet d'ouvrir des baskets sans forcément rentrer dans le marché en réel. Tout ça, tu peux utiliser cette fonctionnalité-là directement même sur un compte live, hein, sur un compte réel. Moi, j'ai une question, c'est que sur ce simulateur-là, est-ce qu'il y aurait possibilité d'ajouter une fonctionnalité? Parce qu'en fait, on peut ouvrir les baskets en démo. Par contre, Mmh. on ne peut pas savoir, enfin en tout cas, si on n'est pas dessus euh, Ouais. à checker un petit peu les pourcentages, on ne sait pas si le basket en démo qu'on a ouvert a tapé le TP ou essai. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Par c'est exemple, une bonne, ouais, c'est une bonne suggestion. ouais, Tu peut-être, sais par quoi? C'est exemple, noté. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. peut-être le plus gros drawdown, parce que comme ça, on sait au maximum à combien était le basket Ouais, en termes de drawdown. Et ça peut nous donner, en fait, de savoir peut-être faire autre chose dans la journée et se dire, bah voilà, je sais que le démo, là, enfin le basket en démo, si je l'avais ouvert, bah, je serais allé à un tant de pourcentage de drawdown et puis, avoir plus de stats par rapport à ça. Je sais pas si c'est une ouais. petite suggestion comme ça, mais Ouais, ouais. Non, mais toutes les suggestions, il y a aussi beaucoup de développement. Tu sais, il y en avait dans la communauté Discord qui ont commencé à dire on ne voit pas les ouvertures des positions. Nous aussi, on a une opinion, une manière de le faire. Mais ouais. encore une fois, je n'aurais pas commencé à mettre des choses sur les réseaux sociaux si c'était uniquement pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on écoute également la communauté. On a essayé de faire quelque chose de clean où tu as uniquement l'analyse et tu essayes de ne pas même prendre en compte le point où tu as ouvert la position parce que le plus important, c'est qu'une Mhm. fois que tu l'as analysé, tu suis le basket, tu restes pas bloqué soit sur les profits. Mais quand ils ont commencé à me l'expliquer, me dire oui, mais j'ai quand même besoin de savoir quel niveau pour me rappeler au niveau de la log, tout ça, comme ça je peux prendre un screenshot. J'ai dit, tu sais quoi, vous avez raison, si vous avez envie de vous rappeler où est-ce qu'elle est votre position, il n'y a pas de problème, on ne va pas dire non, tu ne dois jamais voir ou quoi. Moi, je n'en trouvais pas l'utilité, mais à partir du moment où ils me l'ont expliqué. Donc moi, je vais te dire par rapport au simulateur, c'était quoi? C'était d'ouvrir un basket, tu le suis et c'est pas par exemple de le laisser pendant 3 jours ou tout ça. S'il est bloqué en drawdown, tu le fermes, tu te regardes juste maintenant. J'ai ouvert ce simulateur, je teste le volume et j'ai mis un drawdown à 10%, mais mon volume il est trop élevé, je suis déjà à 6%. Je ferme mon Mhm. simulateur, je vois que mon volume est trop élevé. C'est pour Dans le simuler sens, un petit ouais. peu. Parce que sinon si je voulais vraiment analyser les trucs, qu'est-ce que je fais? J'ouvre les positions, par exemple, sur un compte démo, et comme ça, je ferme les positions et j'ai ma performance qui est enregistrée sur le compte démo. Mais si tu veux rester sur le compte live et pas switcher sur le compte démo, et potentiellement traquer également ta performance en simulateur, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir, ouais. Mhm. En fait, ça te permettrait de te dire est-ce que ton basket il aurait été gagnant ou pas, tu vois, avec les Ouais. niveaux de drawdown, mais bon, ça c'était une petite parenthèse. J'avais une dernière question, je sais pas si Elias, tu avais une question en attendant, mais Bah vas-y, Non, termine, Kodjo, comme ça, après on switchera sur continue, Elias. continue, coach. Vas-y. Continue voilà. comme Après, ça, je cuisine la familia. Comme ça, je vais. Allez. non, ma dernière question c'était, alors je sais que sur la stratégie, tu as, deux time frames Mm. d'analyse, donc tu as le H1 et tu as le N15. Ouais. Euh, Toi, j'ai vu que même par rapport pour les rentrées en position, tu étais vraiment plus sur du H1. Ouais. Toi, c'est quoi enfin,
pourquoi tu rentres plus sur du H1 et ce serait quoi l'avantage de rentrer peut-être sur du M15? Est-ce que c'est un avantage ou pas? Ou est-ce que ça apporte peu? C'est une très bonne question. Je vais te répondre en toute honnêteté. Le M15, pendant très très longtemps, quand je tradais en manuel et au début de Martial Trader, au début de la stratégie du basket trading, j'utilisais, et même dans les anciennes vidéos, c'était ce que je disais tout le temps, j'utilisais 3 time frames. J'utilisais le M15, le H1 et le daily. Le Mhm. daily, je regardais ma tendance long terme. Le H1, je regardais les marchés en journalier, un petit peu ce qui se passait les 2-3 jours. Et le M15, j'essayais d'être précis dans mon point d'entrée. Ce que je me suis rendu compte, euh, après de longues années, on a gardé le M15 pour ceux qui veulent être précis, mais c'est que le H1, le daily, si tu voulais voir ce qui s'était passé même en 15 jours, parce que le daily, je ne voulais pas voir ce qui s'était passé en 6 mois, ça ne m'intéresse pas, c'était juste la tendance, on va dire, du mois, des 2 semaines. Bah, il suffisait de dézoomer le H1 et tu voyais le daily en bien plus précis. Donc, je voyais déjà la tendance. Et c'est pour ça que dans le zoom standard, quand je partage les vidéos, on voit ce qui se passe en 15 jours, tendance long terme, court terme. Je n'ai pas besoin de voir le daily. Donc, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Ça créait de la confusion parce que des fois, je voyais une tendance et je disais, ah, il y a un V, mais en fait, c'était un V qui durait 6 mois. Alors qu'en vérité, moi, j'ai besoin juste de voir vraiment 15 jours, c'est suffisant. Et le M15, c'est la même chose. Le M15, à partir du moment, à la base, on n'avait pas le matrix, on n'avait pas l'indicateur power, toutes ces choses-là précises. Donc, j'avais besoin de trouver ces précisions-là dans le M15. Maintenant, l'indicateur power, il bouge en temps réel. J'ai l'indicateur matrix, je vois toutes les locks qui se dessinent. Donc, à partir du moment où ma lock, elle s'est dessinée en H1, j'ai déjà la résistance de cette lock, l'ouverture et la fermeture. De savoir comment elle rebondit en M15, j'en ai plus vraiment besoin en fait. Donc, j'ai simplifié mon analyse en étant plus rapide de regarder toutes mes devises, parce que sinon, si je commence à switcher en M15, je regarde l'euro et je me dis, ah oui, mais il a fait un petit rebond sur la lock. En vérité, maintenant, la lock, elle est dessinée. Si c'est en 2 chandelles ou en 1 chandelle, j'ai plus besoin d'avoir cette précision en fait. Est-ce que ça ne t'éviterait pas peut-être d'éviter certains retracements, en fait, le fait de rentrer peut-être plus en M15, un peu plus précis? Ouais, mais après, en fait, maintenant, je fais tellement attention à plein de facteurs que me prendre un petit retracement, c'est pas le plus gros de mes soucis. J'ai fait des plus grosses erreurs en ne respectant pas la tendance long terme. Tu vois, tu as une grosse tendance long terme, je dis, ah, c'est pas grave, je le prends en compte. Je Ouais. continue des fois de le faire, mais des fois, je le regrette. Alors, je me dis, tu sais quoi, non, respecte plus la première étoile de la tendance long terme. Je vois déjà le range, je n'ai pas besoin vraiment de le voir en M15, il est dessiné, je vois le breakout du range. J'aime bien les plus hauts des graphiques en H1. Quand ils arrivent en M15, ils arrivent trop tôt. Mhm. Donc, si je me prends un petit retracement en M15, ça m'est déjà arrivé, mais la différence entre le retracement M15 et H1, elle ne va pas être extraordinaire. Mais Ouais. si je commence à trop être précis et à trop vouloir trouver des bons points d'entrée, je vais manquer. Là, ce n'est pas du faux mot, mais c'est vrai que je vais être trop précis, je vais manquer trop de points d'entrée. Je Mhm. préfère avoir un bon feeling. J'ai les 5 étoiles, j'ai de la corrélation, tout est magnifique. Je rentre et je me prends un pullback de 30 points plutôt que j'essaye de chipoter, d'être ultra précis et de manquer des opportunités. Et après, je dis, ah mince, j'ai des ratés en M15, mais c'est pas grave, je la prends plus tard. Et tu la prends après le snowball effect. Et là, tu le regrettes encore pire parce que tu l'as pris 30 ou 50 points plus tard. Ok. Donc, encore une fois, là, tu vois, c'est juste l'expérience. Si tu te sens de regarder sur le M15 et d'avoir des confirmations additionnelles, franchement, fais-le aussi. C'est pour ça qu'on l'a gardé. Mhm. Mais moi, maintenant, je suis assez confortable de regarder le H1, de rester bien sur mes 5 étoiles et de construire de la performance comme ça, en fait. Ok. Ouais, j'ai pas trop d'autres Oh, questions. Pardon, excuse-moi. Donc, moi, la familia, de mon côté, c'est pas une question, mais plus une suggestion. J'ai ok. remarqué plusieurs fois que sur les rectangles, c'est bien d'avoir le rectangle, donc les supports, les résistances, le haut du range et le bas. Donc, quand je parle de rectangle, c'est le haut et le bas du Mhm. range. Ce qui serait bien, c'est d'afficher un chiffre
euh, ou même qui permettrait de mesurer en fait du bas vers le haut du range. Parce que Ok. des fois, on a des ranges qui paraissent grands ou petits à vue d'œil, mais qui sont vraiment violents. Je te donne un exemple. Récemment, avec Trump et les tarifs douaniers, il y Mhm. avait des ranges à 800 points. 800 points, quand même, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de personnes qui rentrent avec des comptes ou qui essayent des challenges, ou même peu importe, et qui mettent un stop très proche, je dirais de l'ordre de 20 ou 30 points, qu'ils ont Ouais. habituellement, et puis qui se font cramer alors que le mouvement ne s'est même pas passé. À Mhm. l'inverse, des fois, c'est des impulsions vraiment terribles, donc de l'ordre de 100 points ou 200 points dans la bougie. Et ça, le temps que son stop avec le slippage, le temps qu'il se déclenche, il se prend une grosse perte. Donc, Ouais. ça, c'est ce qui serait vraiment pas mal à rajouter. Ok. Ça, c'est noté. Je vais répondre quand même à un truc qui est super important par rapport au range. C'est important de connaître la taille du range, bien sûr, pour adapter son money management, mais il y en a beaucoup trop qui n'arrivent pas à construire du compounding avec des petites sommes et qui essaient de le viser avec les grosses sommes. Moi, je le dis, pendant longtemps, j'ai essayé de faire cet account breeding avec des comptes à 100 dollars quand j'ai commencé avec le compte réel. Pendant très, très longtemps, mon objectif, mon plus gros objectif, c'était de faire le challenge à 100%. Malheureusement, bon, peu importe la raison, mais j'avais décidé d'arrêter la chaîne de Martial Trader, pardon. Ceux qui se rappellent, j'avais fait le challenge 100%. J'avais Ouais. fait 32 vidéos pour avoir multiplié le compte par 2. 32. Ou à l'époque, je commençais avec des 0.1, puis des 0.2. J'avais tout enregistré, 32 vidéos. Maintenant, quand tu vois, il y en a qui veulent atteindre le challenge à 100%, ils veulent le faire en un mois ou tu sais, tu le vois des fois sur Discord, ah, j'ai fait 10%. Donc, je suis tout à fait d'accord par rapport au range, ça fait partie du money management. Adapter le volume par rapport au range. Mais une chose où il faut faire attention, il vaut mieux commencer trop conservateur plutôt que commencer trop agressif et se prendre un retracement. Moi, maintenant, c'est vrai que cette chose est devenue plus naturelle. Je vois la taille du range. Je dis, tu sais quoi, celui-là, je vais le tenter avec un lot. Je vois maintenant qu'il y a une opportunité. Je sais très bien, par exemple, que les yens également, ils sont assez violents. Un sterling yen, des fois, il te fait des envolées. Tu peux ouvrir un 5 lots, par exemple, sur du CAD, et après, tu ouvres des 5 lots sur du sterling yen, tu te fais exploser. Donc, j'ai l'habitude d'adapter mes volumes directement par rapport aux devises. Mais euh, pourquoi est-ce que tu vas ouvrir un gros volume où tu ne vas même pas calculer que s'il descend que jusqu'à la lock, comme ça arrive tout le temps, on dit il tape la fermeture de la, tu vas te faire stopper avant, tu vois. L'analyse, elle est mâchée. Les fermetures, le risk management, le pourcentage, il est déjà automatisé. La seule chose où il faut faire attention, c'est le volume qu'on décide. Ça, c'est la seule chose qu'on doit faire manuellement. Et moi, ce que je conseille à tout le monde, en plus du simulateur, et en plus de le faire en démo, déjà fais-le en démo à fond. Faites-le en démo à fond. Même quand tu te sens confiant, tout ça, continue en démo. Et quand tu passes en réel, peu importe le volume où tu as envie de commencer, divise-le par 3. Même un volume qui te semble conservateur, divise-le par 3. Tu te dis, tu sais quoi, par rapport à ce capital, très bien, je vais le faire à 1. On a de la chance que sur le trading, on n'est pas restreint par le temps. Sur les prop firms, ceux qui sont vraiment intéressés par les prop firms, il y a maintenant quasi plus de limitation de temps. Ne vous pressez plus, la familia, à essayer de transformer votre trading ou vos comptes challenge ou votre vie. Je comprends la frustration plus que tout le monde par rapport à ce que j'ai passé. Je sais très bien, on a envie d'atteindre des objectifs, on a envie de retirer de l'argent ou peu importe. Ça, je le dénie pas, mais essayons de le faire un petit peu conservateur et deviens agressif quand tu as commencé à générer du profit. Sois agressif sur ton compounding, sois agressif sur ton profit. Donc, au bout d'un moment, si même ça doit te prendre 6 mois, et ça, je sais que ce n'est pas un message qui intéresse beaucoup de monde, encore une fois, mais si ça doit te prendre 6 mois pour générer tes premiers 30% et que tu sais pourquoi tu les as générés et que tu l'as vraiment bien fait, crois-moi, c'est déjà 90% du travail qui a été fait. Parce que de risquer ces 10% de ces 30% pour atteindre 50%, peut-être que tu vas rater une fois, mais tu ne vas pas rater toujours. Mais si au départ, tu sais comment être conservateur pour atteindre ses premiers profits,
Au bout d'un moment, quand tu l'auras fait, combien de fois j'ai atteint 20%, grillé les 20%, atteint 50%, j'ai grillé les 50%. Mais après, quand tu commences à t'adapter et arrêter de vouloir trop trader agressif et de passer de la première marche à la cinquième marche, tu passes de la première au compounding après la deuxième, de la deuxième à la quatrième, tu fais un compounding moins agressif, c'est là où tu vas commencer à multiplier des comptes comme jamais. Mais tu vas jamais multiplier des comptes comme jamais si tu es trop agressif. Regardez les vidéos du compte à 1000 $. Je partage l'historique, je le repartagerai à la base. Au début, j'étais bloqué sur des 0,1 lots, 0,2 lots. C'est pas, j'ai dit, ah, j'ai 1000 $, j'ouvre une déposition de 0,5 et j'ai fait 30% au départ. Je ne sais même plus si j'étais pas sur des plus 1, moins 1, plus 5, moins 5. Et après, quand je trade avec les profits, si ça décide de monter à la tête et que j'ai déjà retiré 5 fois le capital initial et je décide d'être fou, c'est plus la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, on sûr. parle d'analyse, on parle de nombreuses choses. N'oubliez pas, la première étape du compounding, c'est de trader avec son profit. Ne faites pas de compounding agressif avant d'avoir, peu importe les pourcentages. Si c'est 10, fais-le avec 10. Si déjà ça a été difficile à atteindre, mais c'est pas parce que tu as fait 3% que tu vas risquer tous ces 3%. Moi, personnellement, je commence à considérer le compounding après 30%. Ok. Ok. Mais bonne suggestion en tout cas. Bonne suggestion, Elias. Franchement, De rien. c'est noté. J'ai la suggestion de Kojo, j'ai la suggestion de Elias, donc potentiellement Après, sur les nouvelles après, versions après c'est de FBT. surtout, ouais, c'est surtout dans certains retracements. Admettons que monsieur a un money management qui lui permet Hmm. d'encaisser un drawdown, donc un retracement allez, de 30 points. Si, Ouais. si le gars il rentre sur un marché à 800 points de range, il se fait exploser à l'entrée. Mhm. On le voit pas, mais le mouvement de la bougie, il est tellement, tellement petit que visuellement, on n'a pas le temps de calculer tout ça. Sauf que le marché, il est réel et il a des extrémités. Ouais, Le fait ouais. ouais, de rentrer au plus bas, le fait de se prendre même un retracement qui représente en pourcentage même pas 10% de Ok. tout ce qu'il pouvait emmagasiner. Le fait de sortir sur ça, c'est dommage, quoi. Ouais. Bah, je regarderai. Franchement, c'est un sujet qui est important également. Bien comprendre le range. J'essaierai d'y insister également sur les prochaines vidéos parce que, ouais, tu as soulevé quand même un sujet assez important. Comprendre les différentes ranges, savoir comment les trader. Donc, ouais, bien vu. De Ok. rien, la familia, de rien. De rien. Gojo, euh, Merci. Là. dis-moi, D'autres. Vas-y. c'est quoi les prochaines étapes, Gojo? Next steps? Un compte propre Next step, firme? toujours augmenter le capital. Oui. Hmm. Après, je pense que je testerai quand même une propre firme, quand même. Je pense. C'est- Pas Moi, quel je dis que montant. moi, je dis que c'est une bonne chose, hein. Et même Mm. si, voilà, que je sais très bien qu'on ne peut pas garder le compte indéfiniment, le principe fait en sorte que d'un moment ou l'autre, il va sauter le compte. Mais le but, c'est de ne pas le cramer directement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, après avoir validé donc les épreuves, ce qui est un petit peu méchant dans cette industrie-là, c'est qu'on nous fait croire que 5%, 8%, c'est peu par mois, alors que c'est beaucoup. Mhm. C'est beaucoup. Hmm. Donc faire ça progressivement, ça serait de l'ordre de 1-2% par mois. Et le deuxième inconvénient, c'est quand on trade les propres firmes, le temps de valider les challenges, on trade pour rien. On trade dans le vent. Donc je comprends aussi l'approche qui est plus agressive et qui se dit, allez, j'ai payé mon challenge 100 euros ou même 200 et partir hyper agressif dès le départ, ça, c'est pas ce que je recommande, mais pour finir les challenges vite fait, ça peut être aussi Ouais. une solution. Ouais, Mm. bien dit. De toute façon, les props, elles ont leur avantage, elles ont leur inconvénient. Si il y a tellement de personnes qui les utilisent, c'est que ça a l'avantage. Déjà, le fait avec 200, 500 $, tu te retrouves à trader avec un grand compte. En lui-même, c'est un avantage et un inconvénient. Si tu n'as pas les épaules et tu commences à pas avoir la bonne psychologie, tu vas te cramer juste en tradant ce montant, en étant trop ambitieux de dire j'ai fait 1000 $. Mais l'avantage, c'est que si tu as la tête sur les épaules, ça te permet de trader un capital que tu n'aurais pas forcément accès. Ça, on les connaît, ces avantages. Maintenant,
L'autre avantage, c'est que ça t'oblige à avoir des règles qui sont proches au portfolio management. De dire je peux pas trop trader ces news ou je peux pas faire attention à ça ou ce daily drawdown ça c'est des choses que en banque, en salle de marché, en portfolio management, tu es obligé de respecter ces règles. Donc déjà, tu mets déjà un pied dans le vrai trading. Après, le plus gros désavantage, malheureusement, c'est pas vraiment un désavantage, mais pour moi ou pour ceux qui ont envie de pousser la chose, c'est que le compounding, il est impossible, peu importe combien de profits tu as fait. C'est-à-dire que même si ça fait 6 mois, 1 an que tu trades, il y a deux désavantages. C'est que tu ne peux pas risquer ce profit parce que de C'est toute ça. manière, tu dois assurer que tu es toujours à zéro. Et deuxièmement, les allocations du capital, tout ça, ça n'a rien à voir avec le portfolio management. Portfolio management, si tu traites bien comme une propre firme, après 1 an, tu peux te retrouver avec 100 fois plus de capital, alors qu'avec la propre firme, au maximum, peut-être tu vas te retrouver avec peut-être 10 fois plus, j'en sais rien. Non, même Mais pas, ça n'a même pas. ouais, Déjà, doubler un compte, c'est quasi impossible en propre. Du fait que en fait, le drawdown, il est trailé, en fait. Toujours, il suit. ouais, ouais. Mais c'est impossible parce que tu dois retirer tes profits de toute manière. Donc, C'est ça. tu ne pourras jamais l'utiliser. Tu es obligé de faire des payouts. Tu ne peux pas le laisser courir à 50%, tout ça. Donc, franchement, d'un point de vue, on va dire global, ça a également son avantage. Pour ceux qui veulent avoir un trading sérieux, ça les oblige à maîtriser leur money management, leurs risques, respecter les règles. Ça a son avantage. Pour moi, le prop trading, en conclusion, c'est vraiment comme un tremplin. Si tu arrives à réussir dans le prop trading, tu as vraiment moyen de réussir dans le trading réel. Parce que ça t'a forcé à respecter des daily drawdown, à respecter certains volumes, des choses comme ça, ton exposition. Donc, c'est pas si mal. Après, par exemple, le considérer comme une carrière, faire ça pendant 10 ans, non, c'est vraiment comme un tremplin. Si vraiment tu es bon dans le prop trading, tu as moyen d'utiliser cet historique, qui peut être un historique d'un compte à 100K, et commencer à te faire repérer et rentrer dans du Bien sûr. portfolio management. Mais Donc, aussi, il faut savoir que qui peut le plus, peut le moins. Un Gojo. Si tu prends un challenge, peu importe, si Mm. tu arrives à valider les évals avec un compte à 100, un compte à 1000, c'est bon. Ça va être. Je dis pas que ce sera de la rigolade, mais c'est du déjà vu. Mhm. ça fonctionne dans les deux sens, franchement, Elias. Tu peux dire qu'il peut. Il y en a qui arrivent à garder les mêmes notions, qui traînent un compte à 1000, qui traînent un compte à 100K, mais des fois, ça marche dans l'opposé. Parce que toi, tu as une bonne psychologie, elle t'a pris pendant des années, mais t'en as. Si tu traînes un compte à 100K, tu retournes à un compte à 1000 et tu dis, ah, mais ça, en fait, c'est que du jeu, donc tu t'amuses avec et tu le crames. Donc, c'est pas forcément vrai, tu vois. La psychologie, tu dois savoir l'adapter dans les deux cas. Et c'est pour ça que de nombreuses fois, je dis, c'est pas de la psychologie, c'est de la discipline. Et tu dois vraiment avoir une discipline d'acier de dire, peu importe le montant, je dois rester focalisé sur la performance. Si je vise 1%, je vise 1% avec 1000. Je m'en fous que c'est avec 100, 1000 ou 100 000, je dois viser ce pourcentage. Donc, c'est pas forcément le capital que si tu trades avec plus, que tu trades avec moins, c'est d'un autre côté que si tu as envie de te lancer un jour dans la gestion, si tu as un compte à plus de 50 000, 100 000, 200 000, tu peux attirer du monde. Si tu as un compte à 1000, tu vas attirer personne. Si tu as un compte démo déjà, jamais de la vie. Mais même si tu as un compte à 1000, ils vont se dire peut-être qu'il a grillé 5 comptes à 1000 et maintenant il me montre une bonne performance. Alors Mm. que si tu es en top, bah, ils vont se dire, bon, potentiellement, tu montes un compte à 100 000, tu as tout le track record comme MyFXBook, ça te montre les performances, c'est déjà un peu plus sérieux. C'est vrai. Donc c'est aussi un avantage, c'est aussi un tremplin. Ok les gars, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on en laissera un petit peu et peut-être il y aura d'autres invités la prochaine fois, qui sait. Avec plaisir. Hein. Et ben, en tout cas, je vous Merci, remercie de votre temps et merci à de toi. Merci votre à toi pour partage. l'invite. Merci à Parce toi que je pour pense l'invite. qu'aujourd'hui, vous avez plus donné que reçu. On a parlé de plein de sujets, vous avez partagé votre expérience. Donc, je pense que l'une des meilleures manières d'apprendre, c'est également d'enseigner et de partager. C'est aussi une raison pour laquelle je partage, parce que ça me force à garder un bon niveau, comme dans les arts martiaux, tu vois. Je me dis, tu peux pas faire n'importe quoi si tu dois donner l'exemple. Donc, Mhm. aujourd'hui, vous avez fait partie de ce partage et je vous remercie pour ça. Il n'y a pas de souci, Et la famille. Avec plaisir.
On se retrouve sur Discord et on aura l'occasion de continuer de se parler. Et ceux qui veulent Bien sûr. rejoindre également Discord, on verra peut-être qu'il y aura des salons audio. Je ne suis pas encore super familier sur Discord, mais s'il y en a qui connaissent mieux que moi et qui ont des suggestions pour faire grandir ce Discord, Ouais, ça serait tenez-moi cool. au courant. Ouais. Cool. Ça marche. On fait comme ça. Pour la famille, il est l'heure d'aller dîner, souper. Yes. Force à vous la familia et à très bientôt. À plus, Allez, hein. ciao. Ciao. Peace. Ciao, ciao. Peace. Ciao, ciao. Ouais.